Bonsoir à toutes et tous. Lorsque j'ai envie de vous faire frissonner, je laisse souvent libre cours à mon imagination, afin de vous pondre des histoires tordues, à base de créatures terrifiantes, de lieux maudits, de maisons hantées. Parfois, je puise un peu plus dans le réel, avec des histoires de tueurs, de psychopathes qui se révèlent tout aussi effrayantes. Et puis, j'aime aussi vous raconter des histoires vraies, des threads d'horreur, vous proposant ainsi une grande variété dans les récits que je vous narre pour votre plus grand plaisir, en tout cas, je l'espère. Mais aujourd'hui, à travers le témoignage réel que je vais vous raconter, vous allez découvrir une nouvelle forme d'horreur, qui est bien plus traumatisante et qui, malheureusement, se révèle d'actualité. Je vous souhaite une bonne écoute. Été 1976. Ceux qui ont connu cet été-là s'en souviennent certainement encore. Une importante canicule s'abattait sur l'Hexagone accompagnée de sécheresses et de chaleurs intenses. À cette époque-là, les endroits climatisés étaient rares pour ne pas dire inexistants, et les piscines autoportées n'existaient pas. Du plus loin que je m'en souvienne, mes parents, pour me rafraîchir, me remplissaient une bassine d'eau fraîche afin de m'y tremper dans mon jardin. Avec mes copains, mes voisins, on attendait aussi la petite musique libératrice du vendeur de glace itinérant, qui venait nous permettre de nous rafraîchir moyennant une pièce d'1 franc avec un bon ski bien froid. Nous étions finalement heureux avec bien peu de choses. Je vous parle d'une époque où les portables n'existaient pas, où les amitiés d'enfance se vivaient dans le réel. Une époque où il faisait bon vivre. Mais comme dans tout paradis, il existait une part de mal qui attendait tapis dans l'ombre pour frapper. Cet été-là, j'avais à peine 7 ans. J'étais déjà un gamin inventif et ouvert aux autres. Je me faisais facilement des amis. Je parlais à tout le monde. J'étais curieux et plein d'envie d'aventure. Peut-être un peu trop même. Mes parents et moi étions fraîchement arrivés dans notre nouvelle maison, à Villeneuve-d'Ascq, une nouvelle ville naissante près de Lille. C'était un vrai bonheur de s'installer dans ce quartier. Une petite rue qui finissait en cul-de-sac, peu de passages et cette impression de vivre dans un endroit où tout le monde se connaissait bien et veillait les uns sur les autres. Très vite, on s'est intégrés et en quelques semaines, mes voisins étaient devenus mes nouveaux meilleurs amis. On ne parlait pas de best à cette époque-là. Chaque jour, on se rejoignait dehors pour jouer ensemble sous un soleil écrasant. Cache-cache, balle aux prisonniers, course de skateboard sur la pente qui menait à notre rue, tant de moments de joie partagés. L'enfance a cette part d'innocence qu'il nous faut préserver. Lorsque je vois comment aujourd'hui on détruit cette dernière, à coup de propagande, ça me révolte. Mais bon, là n'est pas le propos de ce que j'ai à vous raconter. Les jours heureux se sont écoulés et puis sont arrivées les vacances. Venant de déménager, nous n'avions pas les moyens de partir, alors en ce mois de juillet 1976, je me suis vite retrouvé seul enfant dans le quartier à 1 ou 2 exceptions près. Ne cédant pas au fatalisme de devoir m'ennuyer pendant plusieurs semaines, j'ai commencé à explorer les environs de mon quartier. Il soufflait dans ces instants où je m'éloignais un air d'aventure qui n'était pas pour me déplaire. Repoussant les limites de mon petit courage de gamin, j'atteins enfin le Graal en découvrant un air de jeu et une fille de mon âge qui allait devenir ma meilleure amie de cet été 1976. Mais j'ignorais que je m'approchais aussi de ce qui allait bouleverser ma vie à tout jamais. Mais laissez-moi donc vous décrire ce qui fut à l'époque une découverte incroyable pour moi. Un air de jeu comme il y en avait peu. Un toboggan posé sur une butte de terre, un tourniquet, une petite balançoire et un tunnel dans la butte qui soutenait le toboggan. Ouais, vous avez bien entendu, un tunnel. En fait, juste un passage, un énorme tuyau en bitume laissé là et recouvert de la petite butte de terre, mais qui donnait l'impression d'être un véritable passage secret. Il ne m'en fallait pas plus pour en faire mon nouveau fief, et tout naturellement, dès sa découverte, j'ai commencé à venir jouer tous les jours à cet endroit. Très vite, j'ai sympathisé avec cette fille qui se trouvait toujours à cette aire de jeu. Elle est devenue ma copine, et on a commencé à jouer à plein de jeux. On s'inventait des histoires. Je crois même avoir joué un peu à la poupée avec elle pour lui faire plaisir. Du haut de mes 7 ans, je vivais là mes premiers émois amoureux. Sûrement. Du moins pour accepter de jouer à la Barbie. Étrangement, je ne me souviens pas de son prénom exact. Du coup, on l'appellera Lucie. Mais ce que je n'ai pas oublié, c'est son sourire. Elle respirait la joie de vivre. Du moins au début de notre relation amicale. Elle était logée chez son grand-père pour le mois de juillet,
parce que ses parents travaillaient. C'était un homme chauve qui devait avoir la soixantaine. Il était concierge du bâtiment situé à côté de l'aire du jeu. C'était un homme souriant et gentil avec nous. Il nous donnait des glaces à l'eau pour nous rafraîchir et nous regardait jouer à nos jeux d'enfants. Je ne sais pas si c'est parce que Lucie me plaisait, mais on s'est mis à jouer au papa et à la maman tout naturellement. Ouais, un jeu que les enfants de cette époque-là faisaient souvent. Ainsi, les poupées de Lucie étaient devenues nos enfants. Je dois bien avouer que ce n'était pas un jeu de garçon, mais j'adorais l'entendre m'appeler mon chéri. Ça me donnait une satisfaction, j'avais l'impression d'être son amoureux. Et vous savez, ça dans la tête d'un enfant pas forcément bien dans sa peau, ça fait du bien. On jouait donc ainsi pendant des heures sous l'œil attendri du grand-père de Lucie. Jusqu'à ce que... Je ne saurais dire combien de jours se sont écoulés, mais j'imagine bien une semaine ou deux, avant qu'il nous propose d'aller jouer dans un endroit frais à l'abri de ce soleil éreintant. Possédant les clés d'un local, il nous y a emmenés pour continuer à jouer au papa et à la maman. Mais pour de vrai, comme il a dit. Vous savez les enfants, lorsque le papa et la maman ont mis coucher les enfants, et qu'ils ont rentré du travail et qu'ils ont mangé, et qu'ils se retrouvent enfin, eh bien, ils font l'amour. C'est comme ça dans toutes les maisons. Et vous savez, c'est très bien d'ailleurs. Il faut faire l'amour pour oublier la dure journée de travail. Je vais vous expliquer comment on fait l'amour. C'est quelque chose de très étrange, de recevoir sa première fellation à l'âge de 7 ans, sous le regard malsain d'un sexagénaire qui se masturbe derrière son petit muret. Étrange et malsain. Malgré nos jeunes âges, on avait le sentiment de faire quelque chose de mal. Mais quand un adulte en qui vous avez confiance vous dit le contraire, alors vous lui obéissez. Bien sûr, tout ce petit jeu devait rester secret entre nous, car nos parents ne devaient pas être au courant. Les enfants n'ont pas à jouer au papa et à la maman, c'est interdit. Mais lui, il nous comprenait, et il nous y incitait. 7 ans. L'âge des Playmobil, de Récréa 2, de Goldorak, d'Albator, des vinyles écoutés dans un manche-disque, l'âge des cagoules en laine qui grattent, des moufles l'hiver, l'âge des BN au goûter. Moi, je faisais l'amour avec une fille de mon âge, sous le regard lubrique d'un vieil homme dans un local insalubre. Je ne sais pas combien de jours, il nous a juste regardés. Mais il a fini par ne plus se cacher derrière son muret. Et puis, naturellement, il est venu se mêler à nous. Avec le recul et à présent que je suis un adulte, je me demande bien encore ce qu'un enfant peut avoir de désirable. Innocence peut-être. Toujours est-il qu'un jour il s'est montré plus entreprenant avec nous. Et les mots qui suivent sont crus, mais ils reflètent une triste et horrible vérité. Il a fini par nous caresser intimement, de ses vieilles mains ridées, de ses ongles noirs, fouillant ainsi notre intimité avant de nous demander le pire. Il n'y avait plus de jeu du papa et de la maman. Il n'y avait plus qu'un pervers qui glissait son sexe dans la bouche de 2 enfants, innocents, ne comprenant pas l'horreur de ce qu'ils subissaient. Il interchangeait un peu dans la bouche de Lucie, un peu dans la mienne, tout en exigeant de bien faire, comme pour une glace. Et puis qu'il y aurait une surprise pour l'un de nous deux à la fin. La surprise, c'est moi qui l'ai eue. Lorsqu'un liquide tiède et visqueux a jailli au fond de ma gorge, je l'ai entendu souffler fort, gémir, puis me dire d'avaler, car c'était bon pour la santé. Je me souviens avoir eu des hauts le cœur. Après ça, il est allé chercher des mouchoirs pour se ressuyer, mais aussi pour qu'on sèche nos yeux remplis d'eau. Il s'est enfin assis à côté de nous, en nous remerciant d'avoir bien joué avec lui, et que demain peut-être nous recommencerions. Pour nous récompenser, il nous a alors donné une glace et nous a laissé jouer dehors.
Mais quelque chose avait profondément changé. Je me souviens être parti peu de temps après, pour ne plus jamais y retourner. Par peur, sûrement, peut-être aussi qu'inconsciemment, du haut de mes 7 ans, je savais que ce jeu n'avait rien de normal. Les jours qui ont suivi, j'ai préféré rester seul plutôt que d'y retourner. Avec le recul, c'était lâche de ma part, abandonner cette fille qui était mon amie, mon amoureuse, à son grand-père. Qu'a-t-elle subi encore, jusqu'à son retour chez ses parents? Mais j'avais tellement peur. Les semaines ont passé ainsi, comme si tout ça n'avait jamais existé. Mais vous savez, le malheur vous rattrape toujours à un moment. Au moment où vous vous y attendez le moins. Ça devait être à la fin de l'été 1976 et Caroline, ma voisine, était venue me chercher pour jouer avec elle. Elle m'a alors proposé tout naturellement de jouer au papa et à la maman. Je me souviens encore du regard choqué de ses parents quand ils m'ont surpris en train de vouloir lui mettre mon sexe dans sa bouche. Et tout ça en pleine rue, sans se cacher. Je n'avais plus aucune notion de ce qui ne se faisait pas. Ma façon d'aborder ce jeu était complètement faussée. Pire, j'entraînais involontairement des camarades dans un monde de perversion dont j'ignorais la gravité. Mais je l'ai très vite appris à mes dépens. Je suis devenu du jour au lendemain le gamin infréquentable, aux jeux étranges. Où avais-je bien pu apprendre de tels actes? Au départ, les soupçons se sont évidemment portés sur mes parents, les pauvres, alors qu'ils n'y étaient pour rien. Très vite, j'ai commencé à faire des séances avec un pédopsychiatre, le mercredi après-midi. Je devais m'exprimer à travers des dessins, mais rien de ce que j'avais vécu ne ressortait. Je n'exprimais rien si ce n'était la tristesse d'être mis à part, d'être le gosse avec qui on n'avait pas le droit de jouer. Ça a duré ainsi pendant 3 ans. Et à 10 ans, enfin, il y a eu le dessin libérateur. J'ai fini par gribouiller cette cave, ce vieux pervers, sa petite fille. Par peur d'éventuelles représailles, je n'ai jamais osé dire où tout ceci était arrivé. Et j'imagine que du coup il est resté impuni, du moins de mon côté. Étrangement, j'ai eu une adolescence plutôt coincée niveau filles. Je n'osais pas vraiment les aborder. Peut-être parce que l'on m'avait fait comprendre que c'était mal. Et du coup, je me positionnais en bon copain. Celui qui faisait rire, qui était drôle. Mais pas celui avec qui on sortait. Finalement, ce n'est que vers ma jeunesse adulte que j'ai pu m'adonner aux joies de l'amour et du sexe. Mais là encore, il me restait des traumatismes de cet été 1976. J'étais volage, incapable de me poser, le sexe étant associé au jeu. Et ce, dès mon enfance. Je voyais ce dernier ainsi. Vers mes 30 ans, j'ai enfin pu me poser et avoir une vie normale. J'ai eu des enfants. Mais il restait des traces de tout ça. D'abord et avant tout, il faut savoir que je déteste au plus haut point tout ce qui touche à la pédophilie, au viol, aux actes commis sur les enfants. Je serais dans ces cas-là capable de tuer ces criminels sans l'ombre d'un remords. Puis des fois encore aujourd'hui, je revis dans mes cauchemars ces moments horribles de mon enfance. Je revois ce porc se masturber, me glisser son sexe dans ma bouche pendant qu'il touche sa petite fille. Je revis aussi le rejet des autres, alors que rien n'était de ma faute. Parfois aussi, je me demande ce qu'est devenue Lucie, cette petite fille. J'imagine aussi tout ce qu'elle a dû subir, alors qu'elle vivait chez lui pendant 1 mois. A-t-elle eu le courage de tout balancer? A-t-il fini ses jours en tôle? Tant de questions sans réponse. Cet été 1976,
On m'a volé mon enfance. On a violé mon innocence. Et d'une certaine manière, ça me poursuivra jusqu'à mon dernier jour. En ces périodes troubles, où malheureusement trop d'enfants, trop d'adolescents sont victimes de ces horribles actes, il est plus qu'urgent de les protéger pour éviter tout ça. Finalement, c'est peut-être à ça que va servir ce témoignage. Servir d'exemple sur le dégât irréversible que peuvent causer de tels actes ignobles. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que cette histoire vous touchera. Ah, j'oubliais un petit détail, mais un détail qui a son importance. Mon prénom est Ludovic, mais vous me connaissez plus sous le pseudo de Creepy Stories. Et oui, ceci est mon témoignage sur ce que j'ai vécu l'été 1976.